Allô tout le monde! Aujourd'hui, c'est la fin du chapitre 1. Alors, on fait la consolidation. Merci pour les phases, Zachary, en passant. Prochaine fois, lance pas des petits morceaux. Qu'est-ce qu'on a comme travail devant nous? Il y en a pas mal. On a plusieurs pages, de 34 à 38. Donc, on n'a plus beaucoup d'énergie. Commençons maintenant, avant de dormir sur notre boulot. Numéro 1, c'est une ligne du temps. Pour travailler dans notre tête, puis apprendre comment l'atome a été découvert, puis dans quelles étapes ça a été fait. C'est bon, un modèle pour un atome, des électrons, des protons, des couches électroniques. Il faut se remettre un petit peu tous ces événements-là dans l'ordre. Alors, sur cette ligne-là, on doit placer les événements suivants, dans l'ordre chronologique. Dans quel moment sont apparus, mettons, le modèle de Dalton, de Démocrite. Prendre ça de même puis placer, c'est un petit peu plus difficile. Mais si on commence par l'idée la plus ancienne puis qu'on avance ensuite, ça devrait aller bien. Alors, étonnamment, le modèle de Démocrite est le plus ancien. Ouais, celui qui a prédit que la matière serait faite de petites particules atomiques avait raison, et c'était la première idée qu'on a eue pour expliquer la structure, la composition de la matière. Démocrite, il y a environ 470 ans environ. Ensuite vient le modèle d'Aristote, ce qu'on appelle le modèle un petit peu étrange d'Aristote, qui dit que la matière est faite d'air, d'eau, de feu et tout ça. C'est arrivé après l'idée de l'atome. Fait que l'idée de l'atome de Démocrite était bonne, mais les gens ont préféré l'idée d'Aristote parce qu'Aristote venait d'une bande de philosophes plus populaires. C'était comme plus convaincant. Alors Aristote, c'est juste tout de suite après, c'est un autre philosophe. Tu vois, des gens qui n'ont pas de nom de famille, là, on installe ça à l'époque de l'Antiquité. Quand on va à droite, ben là, ça se corse. Est-ce qu'on va avoir Rutherford Bohr en premier? Non, parce que Rutherford Bohr il a été amélioré à partir de Rutherford. Donc, on devrait avoir Rutherford Bohr à la suite de Rutherford. On a Dalton et Thomson. Il faut se rappeler qu'à l'époque de Dalton, on ne sait pas encore c'est quoi des protons ou des électrons. On est donc au tout début du modèle atomique moderne. Dalton sera le prochain qu'on va placer dans l'ordre vers les années 1800, le début des années 1800. Alors, on aurait ici le modèle de Dalton. Il n'y a pas beaucoup de place pour écrire sur les lignes. Je pense que je vais simplement écrire le nom des personnages. Un petit peu après, vers la fin des années 1800, on commençait à travailler avec l'électricité et on s'interrogeait à savoir qu'est-ce que c'est la particule électrique. C'est là que Thomson, avec les tubes que son ami Crookes avait préparés pour lui, il a démontré que l'électricité était une particule électrique chargée négativement. On a dit, OK, les atomes, c'est des petites billes de matière. Puis Thomson, quelques années plus tard, lui, découvre qu'une de ces particules-là qu'il y a dans l'atome est un électron. Donc, ça veut dire qu'à partir de ce moment-là, l'atome n'est plus indivisible, puisqu'il est constitué d'une particule subatomique. Subatomique, ça veut dire que tu as l'atome, puis subatomique, elle est à l'intérieur de l'atome. Elle est dans la particule atomique. Ensuite, à côté, on a quoi? On a le modèle de Rutherford et Rutherford Bohr. Comme je vous disais, si Rutherford Bohr est une amélioration, ça veut dire qu'on va devoir placer Rutherford avant. Là, si on suit nos flèches comme il faut, c'est celle-ci qui vient après Thomson. C'est là qu'on va présenter l'idée de Rutherford qui a découvert une particule positive, le proton, qui dit que ça doit être dans un tout petit noyau. Et on termine avec une idée plus récente, de quelques années seulement, le modèle selon Rutherford Bohr, dans lequel les électrons ne se déplacent pas au hasard, dans lequel les électrons vont plutôt être organisés sur des couches électroniques de plus en plus grandes qui peuvent accueillir de plus en plus d'électrons. Mais toujours 8 sur la dernière couche au maximum. Poursuivons. OK, ça a été long ce cours d'histoire-là. Faisons plus court. Entourer l'énoncé qui complète correctement la phrase suivante. Les éléments d'une même période c'est horizontal, possèdent le même nombre d'électrons de valence ou le même nombre de couches électroniques. La bonne réponse est B. Les éléments qui sont sur la même période ont le même nombre de couches électroniques. Les électrons de valence, ça c'est les familles. Les configurations atomiques ci-dessous représentent 4 éléments. D'accord? Lequel des énoncés est vrai? Bon exemple de question. Un bon exemple de question.
Les atomes 1 et 2 font partie de la même famille. Attention, s'ils sont de la même famille, ils ont le même nombre d'électrons de valence. Il y en a un seul, il est dans la famille 1, il y en a 7, il est dans la famille 7. C'est pas A. J'étais trop bas, hein? Les atomes 2 et 3 font partie de la même période. 2 et 3. Même période, ça veut dire même nombre de couches. L'atome 2, il a 2 couches électroniques. L'atome 3, lui, il a 3 couches électroniques. Donc, B n'est pas vrai non plus. Les atomes 1 et 4 sont dans la même famille. Je pense que oui. Un seul électron de valence, famille 1. Un seul électron de valence, famille 1. Ben oui, c'était C qui était la vraie combinaison ici. Alors que 1 et 3 sont de la même période, ben non. 2 couches, 2 périodes. 3 couches, 3 périodes. Bon, ça va plus vite maintenant. Numéro 4. Ben, ici, ça se fait plutôt bien avec un tableau à côté de nous. On cherche des informations du silicium. Alors, je vais me chercher un tableau, magie. 3, 2, 1 et magie. Tableau. Donc, on cherche des informations sur le silicium. On cherche son numéro atomique. Alors, cherchons. Le silicium, il est ici. Silicium. Le premier, la silice. Numéro 14. Le numéro atomique, c'est le nombre entier qui est le plus petit des deux nombres. C'est le numéro atomique 14. Donc, on peut noter numéro de l'atome 14. Ensuite, on va aller à droite. Numéro de la colonne dans le tableau périodique. Numéro de sa colonne. Le SI dans la colonne 4. IV. Donc, on va aller comme ça. IV, qui veut dire 4. On demande si c'est un métal, un non-métal ou un métalloïde. Ça, on veut trouver dans quelle région il se trouve. Eh bien, l'escalier qu'on voit en caractère gras ici, la ligne plus épaisse, là, c'est l'escalier des métalloïdes. Si on est de part et d'autre de l'escalier, on est un métalloïde! Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Puis le silicium, il est justement collé contre l'escalier. Donc, le silicium est un métalloïde. On n'écrit pas sur les tableaux. Voilà. Nettoyage. Métalloïde, disais-je, il est directement sur l'escalier. Métalloïde. Bon, ensuite, quel est le numéro de période dans le tableau périodique? Le numéro de période sont écrits à gauche de 1 jusqu'à 7. Le silicium, il a l'air d'être dans la deuxième, mais en fait, il faut compter à partir de la ligne numéro 1 de l'hydrogène et l'hélium. 1, 2, troisième période. Donc, numéro de la période, 3. Flashback. État à température ambiante. Eh bien, comme la plupart des non-métaux, des non-métaux, la plupart des métalloïdes que j'ai dans la face ici, métalloïdes, il est solide à température ambiante. Comment vous savez ça, monsieur? Première page de ton cahier, il y a un tableau en couleur avec une légende pour indiquer s'ils sont solides, liquides ou gazeux. Voilà. Ensuite, nombre de couches électroniques. Eh bien, écoute, s'il est dans la période numéro 3, automatiquement, il a 3 couches électroniques. Parce qu'on parle de l'atome de silicium ici, j'imagine. Nombre de protons. Tiens, le nombre de protons est donné par son numéro atomique. 14 numéros, donc 14 protons. Papam. Nombre d'électrons. Ben, c'est le silicium, on ne nous dit pas que c'est un ion de silicium, donc on prend pour acquis que c'est l'atome, et un atome possède autant de protons que d'électrons. Encore 14 protons, 14 électrons. Configuration électronique. Ben on s'en rappelle, on doit dessiner un petit noyau. Dans le noyau, on écrit son numéro avec le nombre de protons, 14 protons, plus. Nos électrons, on en a 14 à placer. Alors, en voici 2 sur la première couche, il en reste 12. Il en reste 12, oui, c'est ça. Donc, 8 sur la deuxième, comme ça. Puis, il en reste 4 maintenant. Ça va prendre une troisième couche, parce que la deuxième ne peut pas en prendre plus que 8.
Et on va installer ici nos 4 électrons qui restent. 2 plus 8 plus 4 fait bien 14 électrons. On cherche le nombre d'électrons de valence, qui est généralement donné par le numéro de la famille, numéro 4 dans les familles. Donc, il possède 4 électrons de valence. Cette petite représentation, selon Lewis, on se souvient qu'on doit représenter l'élément par son symbole, SI, entouré par autant de points que son nombre d'électrons de valence. Puisqu'il possède 4 électrons de valence, on va lui faire 4 points. On commence par faire disposer nos points autour du symbole sur les bandes d'un carré imaginaire. On s'imagine un carré autour. Un en haut, un à droite, et on les place dans l'ordre des aiguilles d'une montre, juste pour avoir une norme. 4 électrons de valence autour du silicium. Ben voilà. Passons au 5e. Perdons pas de vitesse. On va même en gagner un peu. De quelles particules subatomiques s'agit-il? Subatomique, ça veut dire sous, dedans, à l'intérieur de. Donc, des particules à l'intérieur des atomes, il y en a 2 sortes. Il y a les protons, puis il y a les électrons. Alors, de qui s'agit-il quand on dit que c'est la particule dont le nombre définit le numéro atomique? Le numéro atomique est défini par son nombre de protons. Donc, la particule responsable de ça, c'est le proton. Quelle particule trouve-t-on dans le modèle plum pudding ou pain au raisin? À cette époque-là, on n'avait pas encore découvert les protons, on avait découvert les électrons, puis on se disait, ils doivent être répartis à l'intérieur de l'espèce de boule de l'atome, un peu comme des raisins dans du pain au raisin. On parle bien sûr des électrons. Alors, l'électron est la particule qu'on retrouve dans le modèle plum pudding. La première à avoir été découverte est juste entre les deux, hein, c'est justement l'électron. Particule subatomique, plus petite que l'atome à l'intérieur de lui. Et celle qui a la plus faible masse, le plus léger entre les deux, on l'a mentionné une fois, c'est écrit rapidement dans les notes, à propos du modèle de Rutherford. Il mentionnait que l'électron avait une masse beaucoup plus petite que celle du proton. Alors, l'électron a une masse plus petite. C'est lui qui a la masse la plus faible. Numéro 6. Entourer l'énoncé ou les énoncés qui sont vrais. Tous les éléments d'un électron, tous les éléments qui ont un électron de valence sont des alcalins. Oui, mais non, parce que l'hydrogène, il a un électron de valence. Mais non, il n'est pas un alcalin. Il est le seul de sa famille. Il ne correspond pas à un métal mou, c'est un gaz. Il ne va pas là, lui. Donc, le A, c'est faux. Entourer l'énoncé ou les énoncés. Au pluriel. P. Tous les alcalino-terreux possèdent 2 électrons de valence. Oui, ça, c'est vrai. Ça, c'est vrai. B, on le garde. Tous les alcalinos ont 2 électrons de valence. Alcalino-terreux. C. Tous les halogènes sont des éléments gazeux. C'est tentant, mais non. Parce que le fluor et le chlore sont gazeux à la température ambiante. Le brome, lui, est liquide. L'iode est solide. Et puis l'astate aussi. Donc, ça veut dire que les éléments ne sont pas tous gazeux. On ne peut pas le prendre. Tous les gaz inertes sont des non-métaux. Attendons voir. Tous les gaz inertes, inertes. Ils sont tous à droite de l'escalier. Ils sont tous des non-métaux. Ça, c'est vrai. Alors, D, oui. Passons au verso. Numéro 7. Wow! Le mot croisé. Ouah! Essayons de placer tout ça là-dedans. On va y aller avec les rouges en premier, puis après ça, on va descendre la colonne des bleus. Premier rouge, horizontal 1, métal appartenant à la 12e famille. Tu dis, il doit en avoir beaucoup. Quand on regarde ça comme ça, métal de la 12e famille, 12, il y a le zinc, le cadmium, le mercure, le copernicium. C'est beaucoup de lettres, ça, pour rentrer dans 4 cases, sauf le zinc. Alors, en 4 cases, on n'a pas le choix d'y aller avec zinc. Z-I-N-C. Deuxième, famille d'éléments possédant 7 électrons de valence. Ce sont les halogènes, ça. 7 électrons de valence, famille numéro 7. Halogène. Au pluriel, hein, parce qu'on dit la famille des éléments. Les éléments sont les halogènes. Numéro 3,
L'alcalino-terreux qui a une couche d'électrons de plus que le calcium. Ben, OK, on va regarder ça dans le tableau. Le calcium, il est là. Il possède 4 couches. Une couche de plus, ça veut dire qu'on descend d'une shot, ici, et on aurait le strontium. Donc, de calcium, on descend pour avoir une couche de plus. On a le strontium. S-T-R-O-N-T-I-U-M. Voilà. Le 4, c'est groupe d'éléments ayant le même nombre d'électrons de valence. Groupe d'éléments qui a le même nombre d'électrons de valence. On appelle ça une famille. Les éléments qui ont le même nombre d'électrons de valence sont dans la même famille. Voilà. Numéro 5. Éléments des alcalins situés dans la 6e période du tableau. Alcalin, 6e période, c'est le césium. Césium, pas S, mais C, accent aigu, S-I-U-M. Pour le 6e, c'est un non-métal à gauche de l'escalier. Là, c'est une pièce un petit peu piégeant parce que les non-métaux sont à droite de l'escalier, sauf l'hydrogène qui se cache à gauche. Non-métal qui est du mauvais côté, c'est l'hydrogène. Hydrogène. Le numéro 7, élément situé dans la 2e colonne et la 3e période. Bon, 2e colonne, 3e période. 2e colonne, c'est celle-ci, les alcalino-terreux. Et 3e période, c'est bien ça qu'on dit ici, élément de 2e colonne, 3e, 1, 2, 3, ça serait le magnésium. Est-ce que ça rentre là-dedans, magnésium? M-A-G-N-E, ben oui. Magnésium. Bon, ça avance là. 8, moitié de fait. Son symbole est SN. Je m'en rappelle par cœur. On cherche le SN, on trouve éteint. De son ancien nom, stanium. S-T-A-I. Non, S-T-A-N-I-U-M, stanium, est devenu éteint. S-T-A-I? On va faire une petite recherche étymologique. Numéro 9, l'autre nom des gaz inertes. Bon, les gaz inertes peuvent aussi s'appeler les gaz nobles et les gaz rares. Je dis bien les gaz nobles ou les gaz rares, au pluriel. Donc, le seul qui rentre là-dedans, c'est le mot rare. Voilà. 10. Gaz inerte, d'accord, n'ayant pas le même nombre d'électrons de valence que le reste de sa famille. Les gaz inertes en ont 8, sauf l'hélium, qui n'en a que 2. Hélium. 11. Alcalino-terreux ayant le plus petit numéro atomique. On va voir les alcalino-terreux. Famille 2. Avec le plus petit numéro, magnésium c'est 12, beryllium c'est 4, c'est lui qui a le plus petit numéro. Beryllium, B-E-R-Y-L-L-I-U-M. B-E-R-Y-L-L-I-U-M. 12. Il a été découvert par J.J. Thomson, John Joseph. C'est de l'électron, ça. Hein? Électron, découvert par Thomson. Pourquoi oublier ça? Hein? C'est un beau petit fait divers à parler à Noël. 13. Éléments non métalliques possédant 53 protons. Bon, non métal, 4 lettres, 53 protons. C'est de l'iode, ça. 53 protons, c'est le numéro 53. Non métal, 4 lettres. IO2. I-O-D-E. Puis 14. Les éléments d'une même famille possèdent le même nombre de quoi? Les éléments d'une même famille possèdent le même nombre d'électrons de valence. Valence. OK, on a un bon bout de fait. Maintenant, on va descendre les verticales en bleu. Se dit d'une couche électronique qui contient un maximum d'électrons. Si elle atteint son maximum, la couche est saturée. Saturée. Oui, 2 E. E accent aigu,
E à la fin pour la conjugaison. Ben, pas la conjugaison, l'accord au féminin. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a le numéro 2 ici. Élément de 7 électrons de valence qui est dans la troisième période, CHOE, c'est le chlore. Voilà. Bon, ça tombe en ruine ici. Des petits morceaux qui tombent par terre tout seul dans la classe. On va me mettre un casque. 1, 2 et 3. Let's go. Gaz inerte qui a 2 couches électroniques. Néon. Le néon est dans la deuxième période. Je vous avais déjà deviné le 4 ici, là, LTIUM. Hein? C'est sûr que ça finit par thium. C'est le lithium, l'alcalin, qui a une couche de plus que l'hydrogène. Lithium. 4, 5. Famille d'éléments qui réagissent violemment avec l'eau. On les a vus, ce sont les alcalins, comme ceci. 6, ceux qui sont à gauche de l'escalier, sont des éléments de type métal. Meilleure musique du monde. Il n'y a rien de plus relaxant d'ailleurs. Quand on l'écoute comme il faut. Numéro 7. Métal qui a 4 couches électroniques. Métal qui a 4 couches électroniques. Il n'y en a pas beaucoup qui ont juste 3 lettres. C'est le fer. Dans la quatrième période. Quatrième période. Lequel là-dedans a seulement 3 lettres dans son nom? Bibi, le fer. Numéro 8. Métal qui, lui, a 4 couches électroniques. Non, excuse-moi, 7. Ici, métal. Donc, je suis rendu à 8. Je mêlé. Son nom fut donné à l'une des façons de représenter l'atome. Mais oui, c'est vite ça. Son nom est donné à une représentation des atomes. 4 lettres, c'est pas Rutherford, c'est pas Thomson, c'est Lewis. La notation de Lewis. Une façon de représenter un atome. Le numéro 9 se dit des gaz qui sont caractérisés par une grande stabilité. Des gaz sont inertes. On a parlé tantôt en parlant des gaz rares. Oh, c'est bizarre ça. AYM. Ben, c'est comme rien, ça doit finir par ium. Numéro 10, élément situé entre le césium et le lantane. Ben, le césium, il est ici. Lantanide, le lantane 57, il est là. Donc, entre les deux, c'est le barium, Ba. Barium. Puis on a le numéro 11. Bien qu'il ait 4 couches, sa représentation ne se fait qu'avec 2 points de Lewis. 4 couches, 1, 2, 3, 4e ici. Elle se fait avec 2 points. Donc, il y a seulement 2 électrons de valence. Ce qui nous amène 4 couches, 2 ici, ce serait 20, le calcium. C-A-L-C-I-U-M. XII, ça fait 12. Rangée du tableau périodique numéroté de 1 à 7. On vient de dire périodique. Ce sont les périodes qui sont numérotées de 1 à 7. Et la dernière, un savant russe qui a élaboré le premier tableau dans lequel les éléments étaient classés selon leurs propriétés physico-chimiques. En fait, le dude les a classés selon une règle mathématique. Et après ça, il s'est rendu compte qu'il pouvait les classer de cette manière-là, que ça faisait du sens de les mettre par caractéristiques physico-chimiques. C'est Dmitri Ivanovitch Mendeleïev. Mendeleïev. Un génie, ce gars-là. Alors voilà une autre page de compléter. Ben là, c'était long pour ce numéro-là, j'avoue, là. C'est pas rapide un mot croisé. Mais ça nous permet de vérifier beaucoup de termes, beaucoup de descriptions, d'informations pour voir si on connaît bien notre tableau périodique. Ensuite. Ah, ben non. Ça va bien. Ça va bien. Ça va bien. Ça va bien. L'avant-dernière page. Numéro 8. Quelles sont les informations exactes qui décrivent correctement l'élément portant le numéro 18, c'est-à-dire l'argon? Quelles sont les informations exactes par rapport à l'argon? Entourer la bonne réponse, A, B, C ou D. Donc, j'entoure A, B, C ou D.
Si j'entoure A, ça veut dire que l'argon a une réactivité élevée, ce qui n'est pas le cas, que c'est un alcalin, pas du tout, c'est un gaz inerte, qu'il a 3 couches, ça c'est vrai, et un seul électron de valence, ben non, il y en a 8. Alors ça, c'est pas vrai. Le A, on ne peut pas le prendre. On ne peut pas prendre B non plus parce que ça dit réactivité élevée, c'est pas vrai. D'ailleurs, dans cette dernière famille, c'est un gaz inerte. Alors on doit choisir dans les deux derniers. Ah, les deux derniers ont une réactivité très faible, mais là, c'est le nombre de couches et le nombre d'électrons de valence qui compte. Combien de couches? 1, 2, 3 couches. Combien d'électrons de valence? 8. Donc, 3 couches, 8 électrons de valence. C'est C qu'il faut choisir. Ensuite, choisissez l'énoncé correct concernant l'atome d'oxygène O et l'ion O2-. Est-ce que c'est vrai que l'ion O2- possède 2 protons de moins? J'arrête ça tout de suite parce que le nombre de protons ne change pas. Non, ça, c'est pas vrai. Est-ce que c'est l'ion O2- possède 2 protons de plus? Donc, on ne peut pas gagner des protons. Ça se peut pas. Donc, on hésite entre les deux derniers. L'ion O2- possède 2 électrons de moins que l'oxygène ou 2 électrons de plus que l'oxygène. Si notre ion est O2-, ça veut dire qu'il a ses 8 protons, mais qu'il a 2 électrons gagnés. Donc, au lieu d'avoir 8 électrons, il y en a maintenant 10. L'ion en a 10, mais l'atome, lui, ben, il n'y en a que 8. C'est l'atome d'oxygène O, là, c'est 8 plus 8 moins. Donc, est-ce que l'ion O2- possède 2 électrons de moins que l'oxygène? Ben non, il en possède 2 de plus. On y va avec le D. D'ici. Les énoncés décrivent la formation d'un ion à partir d'un atome. D'accord? Lesquels de ces énoncés sont vrais? Donc, il y en a 3 qui sont vrais sur 5. Est-ce que c'est 1? Un atome de sodium cède un proton pour former un ion de charge -1. On ne peut pas céder ou gagner des protons. Ça, c'est impossible. 2. Pas en liaison chimique. 2. Un atome d'oxygène gagne 2 électrons pour former un ion de charge -2. L'oxygène veut ressembler au néon parce que c'est le gaz inerte le plus proche. Le néon, il y a une configuration de 2-8, 2 sur la première, 8 sur la deuxième. L'oxygène, lui, c'est 2-6, 8 électrons en tout. Il lui manque 2 électrons pour ressembler au néon. Alors, il veut gagner 2, il va devenir 2-. C'est exactement ce qui est écrit. Il gagne 2 électrons, il fait un ion -2. Ça, 2, c'est bon, on le garde. Ensuite, 3. L'atome d'hélium cède un électron pour former un ion de charge +1. Ben non, l'hélium est un gaz inerte et déjà stable. Il ne veut pas faire d'ion, absolument pas. Non, ça, c'est faux. Ben, il reste 4 et 5. Un atome d'aluminium cède 3 électrons pour former un ion +3, c'est vrai. Il va donner 3 électrons. Il va devenir positif de 3, ça, c'est vrai. Et un atome de fluor gagne un électron pour former un ion de charge -1. Le fluor, ici, il veut gagner un électron pour ressembler au néon. Alors, gagner un électron, il sera négatif de 1. Alors, 5 est vrai. Alors, 2, 4, 5, c'est qui ça? C'est A. 2, 4, 5, le bon choix. 11. Laquelle des molécules ci-dessous sera formée à partir de l'ion magnésium Mg2+. OK. Et il y a l'ion hydroxyde OH-. Dans le chapitre 1, c'est un petit peu hardcore. Il n'y a aucune information sur la formation des molécules. On va voir ça dans le chapitre 2, je crois. Mais l'idée là-dedans, c'est que une molécule va se former pour annuler les charges électriques des ions. Alors, si on a un +2, puis on a un -1, comment on fait pour les annuler? Si je mets un magnésium 2+, avec un seul hydroxyde OH1-, est-ce que les deux charges s'annulent? Non, il y a trop de charges positives par rapport à la seule charge négative qui est là. Il en faut plus. Donc, ça va me prendre un deuxième ion OH-. Avec 2 ions OH-, ça fait 2 négatifs, je réussis à combattre 2 positifs, puis avoir une charge nulle. Ça veut dire que la molécule va être faite de 1 magnésium et de 2 groupes de OH-. Je cherche donc un Mg avec 2 OH.
Là, il y a un seul Mg, mais il y a un seul OH. Là, il y a 2 Mg. Là, ici, il y a un 2, mais le 2 s'applique seulement à l'hydrogène. Moi, c'est des groupes OH que j'ai en double. C'est D que je dois choisir. Un magnésium et deux groupes hydroxyde. Inquiétez-vous pas, il n'y aura pas ça dans les examens du chapitre 1. On va attendre chapitre 2, puis encore. Je suis pas sûr qu'on met ça dans les tests cette année. Pourquoi c'est dans le cahier? Pour nous faire réfléchir. 12. Indiquer à l'aide d'un crochet. Crochet. Si chacune des notations suivantes est vraie ou fausse. Est-ce que c'est vrai que le néon se représente, selon Lewis, avec 8 petits points? Il est dans la famille numéro 8. Il y a 10 électrons en tout, 2 dans le cœur, 8 de valence. Ça, c'est vrai. Est-ce que l'hélium se représente avec un seul point? Non. L'hélium se représente avec 2 points et préférablement un à côté de l'autre, comme ça, en couple. Parce que ce sont les 2 électrons de la première couche qui est saturée avec 2 électrons. Fait qu'on n'ira pas les placer autour. Le C, le chlore, il est de la famille 7. Il devrait donc avoir 7 électrons de valence. Ici, il y en a seulement 6. Donc, c'est une mauvaise représentation. Et le magnésium est dans la famille 2. Il a 2 électrons de valence. C'est vrai, 2 électrons ici. C'est bon. Dernier coup d'œil. Question 13, 14 et 15. Les atomes ou ions représentés ci-dessus sont identifiés par les lettres, par les chiffres 1 à 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. OK. Ça, c'est un ion de chlore, un ion de sodium. Ça, c'est, 12 protons. Il y a combien d'électrons? 1, 2, yark. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 plus 12 moins, c'est un atome. C'est pas un ion, parce qu'il y a autant de plus que de moins. Ici, K19, pas de signe du tout en haut, c'est un atome. Et ici, on a 8 protons. 2 et 6 électrons, ça fait 8 électrons, ça aussi c'est un atome. Et puis là, on a l'argon. Dans sa case, c'est l'atome d'argon. OK. Question ou tâche. Inscrivez dans le tableau ci-dessous le chiffre de l'atome, 1 à 6, ou de l'ion, c'est peut-être un atome ou un ion, correctement décrit par les énoncés A à D. Inscrivez un seul chiffre par énoncé. Merci de cette information supplémentaire. Je suis un alcalino-terreux. Alors, lequel des 6 en haut est un alcalino-terreux? Les alcalino-terreux sont dans la deuxième famille. Il s'agit du beryllium, magnésium, calcium, strontium, etc. Ici, j'ai du potassium, première famille. J'ai de l'oxygène, sixième famille. Du chlore, septième. Ici, numéro 12, du magnésium. Le magnésium est bien dans la deuxième famille des alcalino-terreux. Alors, j'écris de nombre 1. Ensuite, ça dit, je possède plus d'électrons que de protons. Pas égal. Alors, s'il n'y a pas la même quantité, ce n'est pas des atomes. On cherche dans les 2 ions qu'on a là. Je possède plus d'électrons que de protons. Ben, à ce moment-là, tu as surtout du négatif. Donc, on cherche un ion négatif. C'est le chlore. Numéro 2. Ensuite, je suis situé sur la deuxième période. La deuxième période, ça veut dire qu'il y a 2 couches électroniques. Lui, il y en a 3, on les voit. 1, 2, 3. Le chlore en a 3 aussi, il est dans la troisième période. Le sodium en a 3 aussi, il est dans la troisième période. Le potassium est dans la première période, dans la quatrième période. Donc, on cherche celui de la deuxième. Ah, l'oxygène, ça va. L'oxygène, ça va. L'oxygène est dans la deuxième période. Okay. Non, il est dans la première! En fait, on commence toujours à compter par les extrémités, là, genre hélium, ça compte pour 1. Oxygène est donc dans la deuxième. Donc, c'est l'oxygène, l'élément numéro 5 ici. Et finalement, je suis électriquement neutre. Ça veut dire qu'on cherche parmi les atomes. Et ma dernière couche est saturée. Saturée, ça veut dire je suis un gaz inerte. Parce qu'il est neutre. Donc, c'est l'argon. L'argon est neutre et l'argon a sa dernière couche saturée jusqu'à 8. Donc, la réponse est 6 ici, qui correspond à l'argon.
Bon, 14. Blah. Les explications se font en récupération seulement aux élèves qui ont envie de comprendre comment on forme les molécules. C'est pas compliqué, ça prend juste un grand tableau de la pratique. Il faut que tu sois à côté de moi pour comprendre comment tout se fait là-dedans. C'est pas si compliqué que ça. Je vais donner les réponses ici pour ceux qui se sont essayés. L'idée, comme je disais tantôt, former des molécules, ça veut dire annuler les charges. J'ai du S2- à mélanger avec du K1+. Je les mets ensemble ici. Qu'est-ce que j'ai comme molécule? L'idée, c'est de voir ça va prendre combien de potassium pour réussir à annuler la charge qu'il y a sur le soufre et vice-versa. Il y a une charge de 2 forces négatives, puis il y a une force positive. Donc, il manque de positif. On va mettre un deuxième potassium. Et ça veut dire 2K avec un S. Ça s'écrirait K2S. Alors, de façon semblable, pour annuler une charge de -3, il va falloir 3 particules positives. Donc, 3 fois du potassium, on aura K3S. Remarquez qu'il n'y a plus de charge électrique qu'on écrit parce que maintenant, les 3- et les 3+ viennent de s'annuler. Et l'ion de chlore, un K+, un Cl-, c'est parfait pour s'annuler. Ça donne du KCl. Alors, de manière semblable, il s'agit d'augmenter la quantité de chaque élément jusqu'à ce qu'on ait la même valeur de charge électrique opposée. Al3+ et S2- vont devenir Al2S3. Je m'en allais écrire O, je suis habitué. Al2S3. Plus 3 moins 3, c'est un de chacun. ALP. Tu vois comment je suis habitué? J'ai mis S au lieu de P. C'est l'ion phosphore, c'est P. Et en dessous, Al3+ avec Cl-, ben là, il y a un surplus de positif. Un aluminium, c'est trop positif pour un chlore, alors on va y mettre 3 chlores. Ça va lui permettre d'être 3 négatifs. Mg2+, S2-, c'est 1 pour 1. MgS. Ici, on va avoir un peu l'opposé de ce qu'on avait avec l'aluminium, ça veut dire Mg3P2. Et pour le dernier, MgCl2, oui, parce que ça va prendre 2 chlores pour annuler la charge 2+ qu'il y avait sur le magnésium. Dernière question. Ouf. Dans quelle situation l'atome d'hydrogène H a-t-il la même configuration électronique que l'atome d'hélium? L'atome d'hélium, sa configuration électronique, c'est 2 protons et 2 électrons. L'hydrogène, naturellement, H, c'est 1 proton et 1 électron. Comment je fais pour ressembler à l'hélium? Ben, il me faudrait un deuxième électron. Pour la configuration électronique, là, il me faudrait un deuxième électron. Comment il va faire ça? Il va devoir en gagner un. Il va devoir gagner un électron pour avoir la même charge, ben pas charge électrique, mais la même stabilité que l'hélium. Est-ce qu'il y en a un qui dit gagner un? Oui. B ici, gagner un électron. Ouf! Voilà. Comme je disais, numéro 14, c'est optionnel. Okay. C'est assez, c'est pas que c'est très compliqué, mais c'est que c'est pas un concept ou une notion à maîtriser dès cette année. Si vous avez de la difficulté avec ça, faites-vous-en pas du tout, c'est pas grave. Le reste, par contre, ben, c'est une bonne pratique sur la révision des noms des personnages qui ont travaillé sur les atomes, les noms des familles chimiques, leurs propriétés, la façon de trouver les noms aussi. Bon, message intercom. Clash, fin de journée, fin de la vidéo. Alors, je rends mon tablier, on rentre à la maison. Bonne fin d'études.